votre quotidien. Un micro ouvert sur l'actualité d'ici. Votre quotidien, 9h30, notre invitée, elle est là devant moi. Catherine Fournier, bonjour. Bonjour Charles. Députée indépendante de Marie-Victorin. Donc, on parle de 2020. Bien sûr, on a fait un appel à tous et à toutes, à tous nos députés autour pour parler de 2020. Alors, Marie-Victorin en 2020, ça va être quoi? Oui, bien d'abord, je souhaite, je pense qu'on peut encore le dire le 15 janvier. Je souhaite la bonne année à tout le monde qui nous écoute, à tous mes concitoyens de Marie-Victorin, évidemment. Pour moi, ce sera une autre grosse année, autant dans la circonscription qu'à l'Assemblée nationale. D'abord, dans la circonscription, j'ai beaucoup de projets en branle. Les gens savent que je suis très engagée dans les écoles, notamment, pour la réfection des cours, parce que ça apporte un sentiment d'appartenance important aux élèves, puis ça permet, de stimuler notamment la persévérance scolaire. On sait qu'il y a un lien direct entre les deux. Puis je conjugue ça aussi avec les enjeux environnementaux, parce qu'on fait, avec mon équipe de bureau, beaucoup de plantations d'arbres, dans les cours d'école. C'est important pour vous autres, ça. Oui, mais je trouve que c'est une belle façon de s'impliquer dans la communauté. Les écoles souhaitent avoir ce genre de projet parce qu'on sait, en tout cas ici à Longueuil, dans la circonscription de Marie-Victorin, du moins, on a beaucoup de cours d'école qui sont présentement des îlots de chaleur. Enfin, ici, même dans le vieux Longueuil, même quand on regarde la région en général, même au-delà des cours d'école, on est vraiment dans un endroit où il y a énormément de concentration d'îlots de chaleur. Donc, on veut les transformer en îlots de fraîcheur avec des nouveaux arbres un peu partout. On a déjà fait 4 plantations d'arbres l'année dernière. Okay, vous y allez, vous, avec votre pelle? Oui, oui, tout à fait. Écoutez, on y va avec notre pelle. Oui, même à l'automne dernier, à l'école Georges-Étienne Cartier, on a même enlevé l'asphalte. Ça revole en galette. Il y avait vraiment des dizaines de bénévoles, des parents, des gens du voisinage, en fait. Moi, j'étais là avec mon équipe, donc on a vraiment enlevé une portion de l'asphalte là, avec des conteneurs. Puis les commissions scolaires sont pas très chaudes à ça. À la Comment c'est perçu? Que les parents, que les gens s'associent puis fassent des corvées. Sincèrement, on a eu une belle réceptivité de la part de la commission scolaire qui a même transmis l'information lorsqu'on organisait certains événements. Donc, ça a quand même bien été de ce côté-là. On a eu la participation même de certains commissaires scolaires. Je dois mentionner Madame Girard qui était présente à de nombreuses reprises. Donc, non, ça a bien été. Puis, je veux poursuivre ces projets-là pour l'année qui s'en vient. Puis même, en fait, je travaille à mettre de la pression sur le ministre de l'Éducation pour qu'il change les règles de financement. En fait, j'ai déjà eu une première victoire l'année dernière, c'est-à-dire que je l'avais sensibilisé au fait que à l'heure où je lui parlais en 2019, toutes les écoles étaient sur le même pied d'égalité pour recevoir du financement pour la cour d'école, mais on demandait un financement du milieu de à peu près 25%. En fait, 75% pour que le gouvernement puisse donner 25% du financement de la cour. Sauf que dans les milieux plus défavorisés, c'est vraiment plus difficile d'amasser les sous parce qu'on s'entend, là, on demande souvent des contributions aux parents ou aux gens qui habitent aux alentours de l'école. Puis ça, le ministre avait reconnu qu'il n'avait pas nécessairement pensé à cette réalité-là. Surtout à l'heure où on demande plus de récréation, là. Ben oui, tout à fait. On veut que les enfants sortent plus dehors. Mais je vous donne par exemple, j'étais à l'école justement Hubert Perron il y a quelques semaines pour aller prendre justement des photos pour le journal Le Devoir. Puis les enfants ne pouvaient même pas sortir dehors parce que c'est tellement juste de l'asphalte et c'était tout en glace. Donc, les enfants ne pouvaient même pas sortir dehors pour la récréation, parce qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas le terrain synthétique qui est minuscule, puis il ne peut pas être utilisé l'hiver. Donc, c'est tous ces enjeux-là. Mais bon, le ministre a finalement changé les règles pour que les écoles de milieux plus défavorisés au niveau économique soient favorisées. Donc, c'est une échelle de 1 à 10. Donc, toutes les écoles qui sont cotées 9 ou 10 vont avoir un financement prioritaire. C'est pas exactement ce que j'avais revendiqué. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit vraiment modulé en fonction, que ça soit pas tout ou rien. T'sais, si t'es une école 8, alors c'est plus difficile de recevoir du financement, mais 9, t'es correct. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit modulé là, en fonction de 1 à 10, le pourcentage. Dépendant du quartier, dépendant de l'école. Que le pourcentage qui est demandé pour le milieu soit modulé justement en fonction de l'indice de défavorisation. Fait que ça, c'est un gros dossier sur lequel je vais continuer à travailler. Mais c'est pas le seul, là. Vous êtes pas juste dans les cours d'école. Mais non. Il y a aussi tous les dossiers de la santé. On travaille avec toute l'équipe du cégep Édouard Montpetit pour
pour faire avancer, dans le fond, les études d'opportunité afin qu'on puisse ouvrir le nouveau pavillon de la santé qui va permettre d'offrir des services directs de soins à la population. Ça, donc, c'est le projet avec le théâtre de la ville actuel qui serait éventuellement transformé, là. Oui, ben en effet, c'est sûr que dans ce projet-là, on compte sur le fait qu'effectivement, il va y avoir un centre culturel, donc le théâtre de la ville va déménager, il va y avoir la construction d'un nouveau pavillon. Donc, c'est un projet à moyen terme, je dirais, sur quelques années, mais en fait, le cégep était assez confiant d'ouvrir peut-être le pavillon pour 2021-2022. Donc, on espère que dans les temps, avec les études et tout, parce que l'école est très, très avancée, là, la direction est très sérieuse dans le projet. Donc, moi, Donc, ils ont votre support là-dedans. Ah, totalement. Ça se concrétise comment, Québec? Bien, dans le fond, on a réussi à débloquer l'argent pour les études d'opportunité parce que ce qu'on s'est rendu compte au dernier budget du gouvernement du Québec, c'est que les sommes qu'on croyait prévues, qu'on croyait que le gouvernement allait annoncer, malheureusement, elles n'y figuraient pas. Et donc, moi, je suis intervenue à plusieurs reprises auprès de la ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, encore une fois. L'équipe aussi du cégep a été très, très active dans ce dossier-là. Puis ça a fait en sorte que cet automne, en fait, si je me souviens bien, c'était au mois de septembre, mais ça a été annoncé officiellement et on a eu l'argent, il me semble que c'était 2,1 millions de dollars pour les études d'opportunité de ce projet-là. Donc, ça aussi c'est en cours. Puis au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, les travaux reprennent officiellement le 4 février. Et les commissions, j'imagine. Mais les commissions, ça a commencé même cette semaine, mais moi, je vais commencer la semaine prochaine, en fait. Je participe à la commission pour la prévention de l'exploitation sexuelle. Donc, c'est une commission qui se déplace. Alors, lundi et mardi prochain, le 20 et le 21 janvier, nous allons être du côté de Montréal. Puis, on va recevoir beaucoup de groupes de Longueuil. Parce qu'il faut savoir, malheureusement, que c'est un enjeu qui touche beaucoup notre circonscription. Oui, le métro Longueuil et la station du métro Longueuil est en fait la plateforme, la plaque tournante, plutôt, de la prostitution juvénile au Québec, fort malheureusement. Donc, il faut trouver des moyens. On a déjà des équipes qui ont des très beaux projets ici. Je pense au projet Mobilis, à toute l'équipe aussi du SPAL, je sais, qui est très mobilisée, le service de police de Longueuil, effectivement. Donc, de voir quelles sont leurs actions à privilégier de la part du gouvernement. On va avoir l'occasion de les interroger là-dessus, mais également de voir plusieurs organismes de partout dans la grande région montréalaise pour voir comment est-ce qu'on peut mieux concerter les actions. Puis, à partir de mercredi, je vais être du côté de Québec, donc le 22-23, pour le début des auditions sur le projet de loi 39 qui concerne la réforme du mode de scrutin. Donc, moi, la question de la démocratie, du rapprochement des citoyens envers la classe politique, ça me préoccupe beaucoup. Puis moi, je suis assez favorable justement à cette réforme du mode de scrutin. Ça va permettre d'avoir un vote plus représentatif. Puis j'ai bon espoir que ça puisse contribuer à améliorer la confiance. Le gouvernement actuel échoue à cet égard-là. Il y a souvent des promesses qui sont faites puis qui sont balayées du revers de la main. Est-ce que ça va être encore la même chose ou coup d'épée dans l'eau ou vous faites avancer les choses? Bien, c'est certain qu'avec la question du mode de scrutin, c'est toujours un peu difficile de voir où loge le gouvernement parce que, bon, même si la CAQ, par exemple, s'était engagée à réformer le mode de scrutin aux dernières élections, on sait un peu comme ça avait été le cas au gouvernement fédéral. Bon, quand tu as été élu sous un système, souvent, t'es pas très, très enclin à vouloir changer le dit système. Parce que tu comprends vite que peut-être que ça te servira pas. Ben exactement, tu te dis, moi j'ai été élu dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer le système? Mais moi j'ai bon espoir, puis je pense que le premier ministre est assez engagé sur ce sujet-là. Je pense que de dire, écoutez, peut-être qu'effectivement ça nous aide pas nécessairement politiquement, mais est-ce que c'est un geste qui est positif pour le Québec puis l'avenir de la démocratie? Moi, je pense que oui, et je pense qu'il y a certaines personnes au gouvernement qui sont d'accord avec ça. Maintenant, je sais qu'il y a de la résistance justement au sein de leur caucus, mais moi, j'ai bon espoir qu'avec justement le travail qu'on va faire en commission parlementaire, le fait qu'on va pouvoir améliorer le projet de loi, faire un travail de pédagogie dans la population et tout ça, et ça va culminer, en fait, avec un référendum, parce que le gouvernement avait annoncé, et c'est inclus dans le projet de loi, que lors des prochaines élections, malheureusement, ce ne sera pas appliqué, donc ça, c'est peut-être un moyen aussi détourné de pas justement subir les effets, disons, du système de mode de scrutin un peu plus représentatif pour assurer peut-être une autre majorité au gouvernement à la prochaine élection. Mais bon, je vais pas leur prêter des intentions. Mais toujours est-il qu'il va y avoir un vote, donc si le projet de loi est adopté, un vote en même temps que les prochaines élections
pour décider si oui ou non on accepte la migration vers le nouveau mode de scrutin qui sera alors en application à partir de 2026. Donc, courage, il faut du courage là, pour faire ça. Un gouvernement qui dit, bon, ben là, peu importe les visées électoralistes, etc., on va au-delà de ça, on fait preuve de courage. C'est sûr, ça fait preuve de courage. Ça aurait fait preuve encore de plus de courage s'ils avaient tenu leur promesse de l'appliquer aux prochaines élections de 2022, parce que bon, c'est certain que là, c'est un peu décevant de voir que ça va être reporté dans le temps, mais quand même, il aurait pu aussi tout simplement abandonner. Donc, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Ils ont quand même déposé un projet de loi sur lequel on va avoir l'occasion de travailler, puis sur lequel les Québécois vont avoir l'occasion de trancher. Donc, je pense que c'est quand même bien. Puis moi, en tout cas, j'ai hâte de participer à ces travaux-là, qui peuvent paraître peut-être un peu techniques, mais qui touchent les fondements de notre démocratie, en fait, puis de la représentation des élus. Puis je pense que les Québécois, on est des gens qui cherchent beaucoup la collaboration, le consensus. C'est dans notre culture politique, c'est ce que les gens, en tout cas, semblent nous dire, nous, sur le terrain, que les gens aimeraient que les députés, que les gens collaborent davantage ensemble au lieu d'être toujours dans la division. Puis ce genre de mode de scrutin où il y aurait une plus grande représentativité, donc une moins grande main de fer, si on veut, des gouvernements majoritaires qui créent peut-être plus de division envers les autres représentants des autres courants politiques, bien, ça va générer plus de collaboration à l'Assemblée nationale, puis qu'on va peut-être avoir moins de débats très, très divisifs, qu'on va pouvoir rechercher plus de consensus parce qu'il n'y a personne qui va avoir 100% du pouvoir entre les mains. Quelques mois après votre décision, regrettez-vous cette décision de quitter le Parti québécois, de devenir députée indépendante? Pas du tout. Moi, je suis députée souverainiste indépendante. Justement, j'ai mené plusieurs consultations à la suite de ma décision, que ce soit ici avec des assemblées citoyennes. Après, j'ai fait une tournée du Québec aussi pour entreprendre cette grande réflexion sur l'avenir du mouvement souverainiste. J'ai eu Ambition Québec. Des belles contributions, oui, tout à fait. J'ai publié un livre cet automne. Le projet Ambition Québec s'est organisé pour l'indépendance. Je suis repartie après. J'ai fait d'autres rencontres. Comment êtes-vous perçue en chambre? En chambre, ça va super bien. Je veux dire, j'ai beaucoup d'écoute justement de la part du gouvernement. C'est sûr que le fait d'être indépendant, puis ça m'emmène beaucoup de réflexions sur la politique moins souvent, en général. Pas du tout, en fait. Non. C'est ça c'est peut-être étonnant pour les gens qui nous écoutent, mais en fait, le nombre de questions ou même les interventions sont très similaires à celles d'un ou d'une députée à la deuxième ou la troisième opposition. Je vous donne un exemple. Dans les commissions parlementaires, la semaine prochaine, on va siéger sur certaines commissions. Bien, on a à peu près 1 heure, en fait. C'est 1 heure par groupe interrogé. Donc, les gens viennent nous faire une présentation, c'est environ une dizaine de minutes, puis ensuite, le temps est réparti entre les différents députés autour de la table. Et, par exemple, les députés de la deuxième et de la troisième opposition ont 2 minutes 40 par heure pour interroger les témoins ou les groupes en commission. Et moi, j'ai 2 minutes 20. Alors, il y a 20 secondes de différence. Quand même. Bon, disons que c'est pas très significatif. Si je réussis pas à dire ce que je veux dire en 2 minutes 20... Est-ce qu'il y a des partis qui vous font de l'œil pour que vous puissiez rallier leur rang? Ah, ben, je dirais que tout le monde est très gentil avec moi. Mais en même temps, je pense que justement, je collabore avec tout le monde. Ben, moi, je compte, je veux dire, j'ai des convictions souverainistes. La CAQ, c'est pas un parti souverainiste. Par contre, ma position d'indépendante, ce qui rend ça intéressant, c'est que j'ai pas, moi, je peux reconnaître les bons coups des autres partis. Justement, j'ai pas de ligne de parti, puis moi, c'est ce qui me fait beaucoup réfléchir aussi sur l'avenir de la politique, c'est à quel point, quand on est justement dans l'opposition, on est toujours fixé dans une logique de critique, puis on se refuse justement de saluer les bons coups. Parlons-en des derniers bons coups du gouvernement. Par exemple, le cours qu'on appelle éthique et culture religieuse. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que le gouvernement veuille reconsidérer puis peut-être amener plus d'éducation à la citoyenneté en plus, parce qu'en ce moment, c'était un peu un cours assez fourre-tout, puis il n'y avait pas cette notion-là d'apprendre, par exemple, les rouages de la politique ou de la vie numérique. Donc, on sait qu'il y avait plusieurs sujets qui avaient été lancés dans les dernières années, des sujets qui sont pertinents, que les jeunes devraient avoir l'occasion d'apprendre à l'école. Donc, je pense d'avoir cette révision-là du cours pour inclure plus de notions liées à la citoyenneté puis donner plus d'outils pour former les citoyens québécois de demain, ça va être une très bonne chose. Maintenant, bon, le gouvernement va lancer des consultations. Ils ont simplement annoncé un peu leurs intentions dans les médias la semaine dernière. Personnellement, je vais suivre ça avec attention parce que j'avais eu l'occasion de faire beaucoup de conférences dans les cégeps et les universités.
Puis c'est la proposition qui revenait le plus de la part des jeunes. Les jeunes souhaitent avoir des outils pour mieux comprendre, par exemple, le monde politique puis être en mesure de faire des choix éclairés comme citoyens. Et ils ne sentent malheureusement pas en ce moment qu'ils ont les outils pour ce faire. Est-ce que je peux vous garder quelques Tout à minutes? fait. Ben oui. Donc, on s'arrête un petit peu, on prend une pause. On est avec la députée indépendante souverainiste de Marie-Victorin, Catherine Fournier. J'aimerais qu'on puisse parler de votre livre et d'Ambition Québec un petit peu. Super. Au retour. Donc, on s'arrête un petit peu, 9h45. Jusqu'à 10h, vous écoutez Votre quotidien. De retour avec Catherine Fournier. Merci, Catherine Fournier, de rester un petit peu plus longtemps avec nous. Ça fait tellement plaisir. Je voulais vous parler de votre livre, Ambition Québec, s'organiser pour l'indépendance du Québec, finalement. Là. Donc, oui. Paru cet automne. C'est un autre livre, c'est un essai, c'est ensuite en complément avec votre premier, je présume. Oui, en fait, le premier, je dirais que c'était davantage un manifeste qui visait à stimuler le désir d'engagement et d'implication des jeunes Québécois dans la société, c'est sûr, la politique, mais je dirais la société en général. Tandis que là, c'est un livre, c'est plus un essai, justement, avec une tendance peut-être un peu plus politique, justement, parce que t'en parlais tantôt, Charles, mais c'est sûr qu'à la suite de ma décision de siéger comme députée souverainiste indépendante dans l'Assemblée nationale, j'ai eu beaucoup de questions, avec raison. Puis je sentais que, oui, j'avais eu plusieurs tribunes pour m'exprimer, mais que peut-être que d'expliquer, disons, vraiment la démarche de ma réflexion, puis pourquoi j'en étais arrivée là un peu avec en le situant dans le temps, tout ça, en me remémorant les dernières élections, puis même avant mon parcours au sein du mouvement souverainiste. Je trouvais que c'était pertinent, mais je voulais pas juste m'arrêter sur le passé. Tu sais, je voulais beaucoup me projeter dans l'avenir, puis faire justement cette analyse du mouvement souverainiste, où on se situe actuellement. Qu'est-ce que ça va nous prendre pour gagner? Parce que ça, on se le dit pas assez souvent, mais tu sais, il faut convaincre la moitié de la population. Mais c'est loin des préoccupations des Québécois, non? Ben, pas du tout, en fait. Il me semble que c'est plus très sexy comme option. Est-ce que je me trompe? Ben, si on arrêtait de promouvoir des options qui n'étaient pas sexy, je veux dire, on n'irait pas loin. Là. Tout le monde disait ça de l'environnement il y a à peine 2 ans, puis là, tout à coup, c'est le sujet de l'heure, puis j'en suis bien heureuse. Donc, puis, vous croyez que l'indépendance, éventuellement, va revenir sur le tapis? Oui, tout à fait. Vous savez, même dans les années 80, entre les 2 référendums, on faisait même plus de sondage sur l'indépendance, tellement que c'était pas un sujet qui était d'actualité ou que les gens étaient dans une espèce de morosité, puis pourtant, c'est revenu quelques années plus tard, puis on a failli l'emporter en 1995. Donc, il y a tout ça, puis je pense qu'il faut pas justement démissionner lorsqu'on a des convictions, lorsqu'on croit en un projet, on doit continuer de le mettre de l'avant. Autrement, il y a personne qui va le faire à notre place, puis ça tombera pas du ciel. C'est important qu'il y ait des gens qui continuent d'être mobilisés. Puis oui, faut être réaliste dans le sens que c'est vrai qu'il va falloir convaincre beaucoup de monde si on veut le réaliser, ce projet-là. C'est vrai que l'appui au Parti souverainiste de façon générale est en déclin. Puis justement, je pense que c'est important d'avoir la réflexion. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'appui au parti est en déclin, alors que pourtant, l'option souverainiste, là, dans les sondages, au contraire, elle se maintient. C'est quand même pas rien qu'elle soit toujours entre 30 et 35% des Québécois. Là. C'est loin d'être marginal. On parle quand même du tiers, de la population. Puis quand on parle des francophones, on n'est pas loin du 45%, là, même encore aujourd'hui dans les sondages, alors que c'est pas d'actualité. Alors moi, je pense qu'au contraire, puis de par mon expérience, j'ai parlé avec tellement de monde au cours de mes campagnes politiques, puis je vois que les gens, ils sont souverainistes, peut-être qu'ils n'en font pas une priorité, mais ils ne croient pas, en fait, que ça va arriver. Puis c'est plutôt là, je pense, que le bas blesse. C'est-à-dire que si tu penses pas que c'est un projet qui va se concrétiser, pourquoi est-ce que tu voterais en fonction de ce projet-là? Donc moi, j'ai l'impression que le mouvement souverainiste doit se concentrer à regagner sa crédibilité, rebâtir ses forces. Je pense qu'il y a eu une déconnexion qui s'est faite entre le monde politique, partisan et les citoyens. Et je crois donc qu'on est dans une phase de réappropriation citoyenne du projet d'indépendance. Okay. C'est pour ça que, personnellement, j'ai choisi l'action... des grands partis, là. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'action non partisane, parce qu'en ce moment, je crois que, justement, cette espèce de compétition aussi entre les partis politiques qui portent l'option souverainiste, c'est assez néfaste pour l'option. Donc, je pense qu'on a besoin de prendre un pas de recul, de voir vraiment c'est quoi le projet dans le contexte de 2020, comment est-ce qu'on le concrétise, comment est-ce qu'on mobilise la population autour de ce projet-là. Puis, lorsqu'il y aura... moi, je veux contribuer justement avec la réflexion derrière mon livre. Avec quelques collaborateurs, on a également
disons, officialisé la création de l'organisation Ambition Québec. Oui, c'était ma prochaine question. Vous en êtes où avec ça, là? Voilà, ben les activités vont être lancées officiellement au début de cette année. En fait, on va faire une grande activité de lancement dans les prochaines semaines. En fait, on va l'annoncer très bientôt. Mais donc, l'objectif, c'est de contribuer justement à générer ces initiatives dans la société civile pour qu'on retrouve une certaine ébullition, un certain enthousiasme qui permette de mobiliser un plus grand nombre de citoyens puis de contribuer à se rapprocher aux objectifs jeunes préférablement, là. De la victoire. Mais en fait, c'est sûr que les groupes qui sont visés, puis ça, j'en parle justement dans mon livre, moi, je crois que les nouvelles générations ont vraiment été laissées de côté dans le projet, c'est-à-dire que l'ensemble des 42 ans et moins aujourd'hui n'a jamais eu l'occasion de se prononcer sur l'avenir du Québec. Puis j'ai pas l'impression qu'on a mobilisé ces générations, en fait, qui ne sont pas vraiment portées vers l'option souverainiste. Pensez qu'après la défaite de 95, ces gens-là, les plus jeunes, ont été laissés... en fait, c'est le mouvement souverainiste qui a un peu... qui a pas réussi à remobiliser autour vraiment de son projet, pour toutes sortes de raisons. Je blâme personne, là. C'est plus un constat qu'on fait aujourd'hui. Puis quand on pose justement la question aux jeunes, je lisais justement dans un livre qui a été paru aux éditions La Presse, la Révolution Z, qui traite justement de cette nouvelle génération qui arrive maintenant sur le marché du travail. C'est de dire, ces jeunes-là sont pas souverainistes, sont pas fédéralistes, ils ont juste pas de position sur la question parce que ça n'a pas fait l'objet d'un débat au sein de notre société. Puis encore une fois, je nous ramène à 1995. 6 mois avant le référendum, les jeunes étaient majoritairement très indécis, beaucoup moins positionnés que les autres générations qui avaient vécu le référendum de 80. Et pourtant, ce sont les jeunes qui ont voté le plus fortement pour l'option du oui au terme du référendum de 95. C'est Ambition Québec, là. Oui. Ça serait un beau nom de parti, ça. C'est-tu votre but ultime? Non. Fonder un parti appelé Ambition Québec? Vraiment pas, sincèrement. C'est vraiment une organisation qui va se dédier à la société civile, justement à la mobilisation de ces jeunes, mais ces moins jeunes aussi qui ont perdu espoir au fil du temps. L'objectif, justement, c'est d'impliquer les nouvelles générations pour peut-être réanimer justement les gens qui ont perdu espoir. Puis on a tellement entendu ces dernières années, les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Moi, je trouve que c'est un discours qu'on entend un peu à toutes les sauces, alors qu'il y aurait certains correctifs, je pense, à faire à cette affirmation. Mais en tout cas, toujours est-il que je pense que s'il y a une mobilisation de la jeunesse en faveur du projet d'indépendance, que ça va nécessairement réactiver aussi des gens qui, eux, ont eu l'occasion de voter en 95, en 80, mais qui ont perdu espoir. Puis j'espère que ça va régénérer peut-être assez de collaboration au sein du mouvement souverainiste pour qu'on soit capable d'arriver à une solution politique éventuellement, puis avoir une majorité élue à l'Assemblée nationale qui soit de l'option souverainiste pour mettre en œuvre la démarche. Les nouveaux arrivants, c'est pas ça qui manque dans Marie-Victorin. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet-là, ce projet d'indépendance? Est-ce que vous en parlez avec eux, avec elle? Oui, mais quand je la rencontre, c'est ça. Moi, j'ai jamais caché mon option politique. Puis au contraire, je dirais à Longueuil, non, je trouve que les gens sont très ouverts, en fait, quand on en parle. Souvent, ils ont pas beaucoup d'informations sur le projet. Puis c'est ce que j'ai constaté avec plusieurs personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, c'est que les gens, en fait, sentent que parfois, ils sont pas nécessairement inclus lorsqu'on parle des Québécois. Ils se sentent peut-être pas nécessairement interpellés, mais ils auraient envie de l'aide. Donc, c'est cette réflexion-là, je pense qu'on doit avoir. Est-ce qu'on peut contribuer à développer ce sentiment d'appartenance au Québec? Puis comment est-ce qu'on fait justement pour que les gens qui viennent d'arriver ici se sentent inclus dans le projet? Moi, c'est sûr que c'est une réflexion qui m'habite. Je pense que c'est important. Ces gens-là aussi n'ont pas eu l'occasion de se prononcer jamais. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse les faire participer. Voilà. Merci beaucoup de votre visite. Bonne année 2020. Vous allez revenir nous voir, j'en suis convaincue. Merci, Catherine Fournier. Avec plaisir pour parler de tous les beaux projets qu'on a pour la circonscription qui sont en cours. C'était Catherine Fournier, députée indépendante souverainiste de Marie-Victorin. Nous, c'est terminé pour nous. On se retrouve demain. Restez à l'écoute du FM 103.3, votre radio allumée. Les nouvelles qui vont suivre. Il y a un petit peu de musique, puis après ça, c'est le Sud Trotteur avec Barbara Secours, Fuseau, Love au FM 103.3. Bye tout le monde.